Bon matin, en fait, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle soirée hier, que vous avez pu déjà faire de belles découvertes aux différentes vitrines où vous avez été présents. Bienvenue ce matin à notre 4e édition du Forum Rideau des Arts de la Scène, un événement, et je suis assez contente de constater que vous vous appropriez de plus en plus, ne serait-ce que par votre présence nombreuse et les différentes propositions aussi qu'on reçoit tout au long de l'année pour discuter. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les conférenciers qui, tout au long de la journée, vont présenter du contenu qui, je l'espère, vous pourra vous faire un bon bout de chemin et aiguiser vos connaissances un peu plus avant. J'ai quelques notes très rapides à vous donner simplement pour le bon fonctionnement de cette journée. Il y aura une cloche 5 minutes avant chaque conférence, donc prenez bien note, et 5 minutes avant la fin. Donc, pour les conférenciers aussi, il y a des périodes de questions. Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste d'être bien discipliné. L'horaire est chargé et on espère avoir le temps donc, de tout faire dans les délais prévus. Pour le dîner, la plupart d'entre vous, vous avez choisi le dîner, vous l'avez payé, mais s'il y en a qui souhaitent le faire, c'est encore possible jusqu'à 10 heures. Vous vous rendez à l'accueil, tout simplement, et c'est aux frais de 25 $ le dîner. Aussi, dernier petit détail, vous allez recevoir un sondage d'appréciation quelques jours, semaines après. Donc, c'est toujours de l'information et une rétroaction précieuse pour nous. Je vous demande juste de le remplir si vous avez quelques minutes. Ça nous permet aussi d'avoir des sujets d'intérêt pour l'année prochaine. Cocktail à 4 heures, de 4 heures à 5 heures, simplement pour clore cet événement. Ce sera au foyer numéro 2. Et ensuite, vous serez libérés pour les 5 à 7 officiels de Rideau. Sur ce, je ne prends pas plus de temps. Sans attendre, je vais souhaiter la bienvenue et laisser la parole à un homme de théâtre dont, bien sûr, la réputation a depuis longtemps largement dépassé les frontières du Québec. Nous sommes extrêmement honorés qu'il ait accepté notre invitation d'être avec nous ce matin. Et il sera donc accompagné de Bernard Gilbert, le directeur général du Diamant. Alors, tout de suite, je leur cède la parole. Monsieur Robert Lepage et Bernard Gilbert. Ils ont mis les pieds au cas où on aurait amené nos guitares. Mais malheureusement... Bon, voilà. Un bon matin tout le monde. Bienvenue à Québec. Hein? Il y a des gens de Québec ici, mais il y en a beaucoup de l'extérieur. On est heureux de vous accueillir. Je sais qu'hier, vous avez eu l'occasion, pour plusieurs d'entre vous, de venir pour la première fois au Diamant. Donc, c'est encore plus intéressant ce matin de pouvoir en discuter avec Robert, de partager des éléments de sa vision, de revenir un peu sur l'historique du projet et de ce qui nous anime depuis l'ouverture à l'automne. Et évidemment, ce qui va nous animer dans les années qui viennent, parce que le Diamant devrait être là pour longtemps. Je l'espère. Écoutez, on va y aller sans plus attendre. Robert, c'est un projet qui t'anime depuis des années. Hein, la plus vieille trace médiatique qu'on a trouvée, c'était dans les journaux en 2004. Donc, Jean-Paul Lallier et toi, tu es sortis publiquement pour annoncer cette possibilité. Hein. Il y avait une idée préliminaire d'un grand projet à l'époque. Donc, finalement, c'était pas si longtemps après l'ouverture de la caserne que déjà cette idée d'un lieu pour faire la diffusion des projets d'Ex Machina a surgi. Bien, en fait, ça faisait presque 10 ans, si on veut, que la caserne existait. Puis très vite, la compagnie Ex Machina avait quand même évolué beaucoup. On avait développé plusieurs projets, on était sur plusieurs tournées, on avait plusieurs projets à l'international. Puis on était déjà à la serre un peu dans la caserne, qui était un lieu, ceci dit, magnifique. On a adoré travailler là. C'était un incubateur très, très important pour le travail d'Ex Machina pendant 25 ans, en fait. Mais bon, dans les 10 premières années, la compagnie a comme explosé d'une certaine façon en nombre de projets et en grosseur de projets. Et en diffusion. Et en diffusion, tout ça. Donc, déjà, il fallait soit avoir une salle B ou un lieu B ou un studio B. Alors, on cherchait comment faire. Et aussi, ça correspondait, surtout dans les début des années 2000, on s'était vraiment installé ici comme une compagnie de Québec, de la région de Québec. On était impliqués dans le milieu. C'était des artisans principalement qui venaient de Québec, des techniciens, des artistes de toutes disciplines qui travaillaient avec nous, concepteurs, interprètes, scénographes, tout ça. Mais on ne jouait pas à Québec ou presque.
on jouait peut-être une fois par année quand on était chanceux parce qu'on n'avait pas de salle de diffusion. Donc, dans notre propre ville, le type de spectacle qu'on faisait, on ne pouvait pas le présenter à la caserne, qui était, comme je disais, plus un incubateur qu'une salle de diffusion. Oui. Alors, il fallait aller cogner chez le voisin tout le temps. Il fallait aller au Tridam. C'est arrivé qu'on est allé aussi à la Bordée, tout ça, qui nous ont toujours très, très bien reçus, mais on a toujours été à la merci des saisons des autres. Hein. Tu t'appelles quelqu'un, tu dis, bien, as-tu de la place pour nous autres cette année dans ta saison? Ah, ta saison est complète. Bien, peut-être l'année prochaine. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'était absurde parce qu'on se targuait d'être des gens de Québec, puis on ne jouait pas à Québec. Et souvent, il y a des spectacles qu'on a faits qui ont vu le jour partout dans le monde, sauf à Québec. Donc, comme si on passe, par exemple, il y a eu des spectacles dans le Carrefour, par exemple, quand la trilogie des Dragons a été reprise, il a fallu que vous alliez louer vous-même, je pense que c'était au centre de foire ou à Exposité, pour pouvoir reprendre la production. Tu vois, quand on a fait Lip Sync, qui est un gros spectacle de 9 heures qu'on a présenté au Carrefour International, on s'est retrouvé dans un gymnase à Villevanier. Enfin, bon, donc tout ça pour dire que les gens ont été quand même collaborateurs. Tout ça, on a réussi, on a fini par jouer nos spectacles ici, mais très rarement. À grands frais. Aussi, bon, ceci, ça me paraît prétentieux. Souvent, nos spectacles, on vendait tous nos billets, puis on aurait pu faire plus de supplémentaires, et puis on ne pouvait pas le faire dans le cadre de la Saint-Zour d'un autre, hein, parce que les autres avaient d'autres montages à faire. Tout ça. Donc, on avait vraiment un besoin criant de jouer à Québec. Ça, c'était très, très important. Pas juste pour le potentiel commercial de la chose qu'à Québec, on avait un public, c'est parce que, bon, on s'identifiait ici, ça, c'est très important. Et c'est vraiment quand M. Lallier, Jean-Paul Lallier, s'était fait approcher par, en fait, des Français qui disaient, bien là, il faut que la France fasse un cadeau à Québec pour 2008. Pour le 400e. Alors, quel genre de cadeau est-ce qu'on peut vous faire? Donc, ce qui est très français. Alors, les Français sont venus visiter Québec, puis ont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut que ça soit autre chose qu'une statue ou une sculpture, cette fois-ci. Et ils ont remarqué qu'il y avait, au bout de l'autoroute, comment ça s'appelait à l'époque, cette autoroute? Ça a changé. En fait, c'est l'autoroute du Frein qui arrive donc de la côte de Beaupré, puis qui rentre au centre-ville. C'est ça. Mais qui avait des bretelles qui entraient dans le Cap, le Cap Diamant. Ah, dans le Cap Diamant. Alors là, il y avait... et ce qui était étonnant, c'est que, évidemment, il y avait toute une mythologie autour de ces tunnels-là, parce qu'il y a des punks à l'époque qui allaient squatter ce tunnel-là. Il y a toutes sortes de gens qui... C'est un tunnel inachevé que le ministère des Transports a commencé à construire dans les années 70 avec l'idée de faire passer une autoroute sous le Cap qui serait ressortie sur le boulevard Champlain. C'était à l'époque un troisième lien déjà à l'époque. Ouais. Alors, mais c'est vrai, c'était ça l'idée. Et donc, et c'est un lieu absolument phénoménal. Ils ont creusé, ils ont bétonné, et il y a une partie de ces tunnels-là qui avait vraiment des basilières ou des espèces de galeries sur 4 étages. C'était immense, immense, immense. Donc, on s'est dit, bon, ben, en fait, c'est les Français qui ont commencé. Ils ont dit, mais vous avez ça dans votre ville, monsieur le maire, mais il faut faire... Ça, c'était intégré à un grand escalier. Hein. Si je me rappelle, l'idée, c'est d'avoir... Ça, c'est le projet que nous, on en a fait. Mais au moment où les Français ont visité, eux, ils ont dit au maire, ben, pourquoi on ne vous aide pas à construire un musée d'art contemporain ici? Ça serait en Europe, on trouverait ça en Europe, et immédiatement, ça aurait été transformé en centre culturel. Alors, le maire m'a appelé, il m'a dit, écoute, viens voir, dis-moi s'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, évidemment, nous, on s'y met à rêver, une affaire extraordinaire avec justement un lien Haute-Ville-Basse-Ville avec des escaliers mobiles que le monde de Saint-Roch pouvait monter jusqu'à la Haute-Ville, passer par les théâtres. Il y avait deux salles polyvalentes. Oui, c'était pas seulement des théâtres, il y avait aussi des lieux d'exposition, il y avait de l'espace en masse. C'est ça, puis c'était à l'époque où aussi bon, la compagnie pour enfants Les Gros Becs se cherchait un lieu, donc on les avait amenés sous notre aile dans ce projet-là. Le Carrefour international de théâtre se cherchait de nouveaux lieux de diffusion, cherchait ce qu'on appelle des scènes à l'européenne. On ne sait jamais trop ce que ça veut dire, ça, mais en fait, c'est souvent des spectacles qui ne peuvent pas être accueillis à Québec parce qu'il n'y a pas, paraît-il, de scène à l'européenne. Donc, des plateaux à l'européenne. Et bon, tout ça pour dire qu'il y avait plein de besoins à Québec au niveau des arts de la scène. Et tout à coup, ce beau projet magique, alors on s'est mis à essayer d'imaginer, à rêver un peu ce que ça pourrait avoir. Et c'est là qu'on s'est mis à appeler ça le Diamant, en partie parce que c'était dans le Cap Diamant, bon, c'est une affaire assez évidente, oui. Mais également parce que Bob Wilson, il y a plusieurs années, quand on avait ouvert la caserne, nous avait envoyé un message vidéo nous disant, je souhaite bonne chance à Robert Lepage et à son centre. Nos villes ont besoin de centres, je voulais dire centre culturel, ont besoin de centres, un diamant dans une pomme. Ça, c'était son image poétique de ce qu'est un centre culturel.
C'était un diamant dans une pomme. La pomme étant la ville, puis bon. Alors ça, j'avais trouvé ça beau, puis je disais, ben, mon Dieu, ça sied bien à Québec parce qu'on est bâti sur le Cap Diamant. Alors, on a commencé à faire des préfigurations, puis on a fait toutes sortes de... On a développé tout un projet qui était absolument spectaculaire, tout ça. Puis quand on a voulu le chiffrer, parce que c'était un beau projet citoyen, mais le prix ne l'était pas citoyen, c'était à peu près 210 millions, une affaire de fou, et à peu près la moitié de cet argent-là allait à bloquer l'autoroute du Frein pendant 2 ans. Ce qui était vraiment c'était comme bloquer l'accès principal à la Haute-Ville. Oui, c'est ça. Alors, pour le chantier. Alors, on allait se faire haïr pendant 2 ans et demi par... alors, ça n'avait pas de bon sens. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de se rabattre sur autre chose. Et c'est là qu'on a eu cette opportunité-là de... Mais ça a été comme une chance à peu près inouïe oui, que des espaces à Place Diouville soient disponibles. À ce moment-là, probablement que, bon, vous aviez l'œil dessus, peut-être déjà. Moi, j'étais pas... Pas vraiment. J'avais jamais songé, moi, à m'installer à Place Diouville, parce qu'il faut dire aussi, sans vous faire toute l'historique de la Ville de Québec, c'est que Place Diouville a été quand même désertée pendant plusieurs décennies. C'était vraiment le cœur de la ville, le cœur commercial et culturel de Québec pendant très, très, très longtemps. Et à un moment donné, vers le milieu du 20e siècle, ça s'est mis à péricliter. Puis bon, je ne vous conterai pas toutes les raisons pourquoi, mais bon, les gens se sont mis à vivre en banlieue. Les cinéplex en banlieue ont fait que les gens ont arrêté de venir voir du cinéma à Place Diouville, ce qui fait que la Place Diouville, c'est devenu une espèce de série d'emporites, finalement, que personne ne voulait rénover ou changer. Ou, il y a eu le Capitole au début des années 90, le Palais Montcalm au début des années 2000. Mais c'est ça. Ce qui veut dire que ce sont des gestes comme ça qui, lentement, ont redonné à Place Diouville. Mais c'est un peu, souvent, pour le public, c'est un tabouret à 3 pattes, là. L'affaire tient s'il y a une 3e patte ou s'il y a une synergie. Je pensais que ça en prenait 4 pattes pour... Non, 3 pattes, ça va. Ça va? Il ne faut juste pas s'asseoir pour savoir s'asseoir, par exemple, dessus. Mais ce qui fait que... Là, tout à coup, ça m'était dit, tiens, ouais, peut-être, pourquoi pas. Et au départ, dans ma tête, c'était un compromis de s'installer dans l'ancien YMCA, qui, à l'époque, était ancien YMCA, qui n'avait pas encore été refait. Et une partie du YMCA... on se rappelle, il y a eu des restaurants au rez-de-chaussée après avoir des boutiques et des magasins, mais les étages du haut étaient abandonnés depuis les années 40 ou 50. Depuis les années 40. Et une partie du YMCA avait été détruite, tout ce qui était parce que c'était un YMCA, donc un centre d'entraînement physique. Alors, toute la palestre, la cuisine, la piscine, tout ça avait été transformé en cinéma Art déco, qui était le cinéma de Paris. Donc, le lieu a été, si on veut, était un lieu un peu bigarré aussi. Donc, on savait bien qu'en l'achetant, non seulement il fallait rénover une partie de ça, mais il fallait détruire complètement une partie, il fallait construire, partir à zéro. En tout cas, c'était un projet qui était quand même assez onéreux à l'époque, ça me paraissait comme assez onéreux, mais tout à coup, ça faisait pas mal plus de sens de s'installer à Place Diouville. Et c'est là que j'ai compris, parce qu'il y a très, très longtemps, j'avais travaillé sur un projet à Québec qui s'appelait Le Moulin à Images, dans le Vieux-Port ici, où, bon, évidemment, pendant 2 ans, on a fouillé dans les archives de la Ville de Québec pour essayer de comprendre c'est quoi Québec depuis l'arrivée de Champlain, puis tout ça. Puis à un moment donné, toute la période, le tournant du fin 19e siècle, début 20e siècle, à l'époque où le Chenail n'était pas encore creusé, donc les bateaux arrêtaient à Québec plutôt qu'arrêtaient à Montréal, et Québec avait une espèce de vie économique et culturelle beaucoup plus importante qu'à partir du moment où ils ont creusé le Chenail puis que tout s'est mis à aller à Montréal, les artistes inclus. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu une période d'or, il y a eu comme une grande période où Québec, culturellement, était... si on veut, c'était une vraie capitale avec des théâtres de variété, des cinémas, un orchestre symphonique. Bon, il y avait tout ça. Il y avait une espèce de classe et de grandeur et d'accessibilité aussi. Il y avait une partie de ces choses-là dans Saint-Roch, sur le boulevard Saint-Joseph. Il y en avait aussi, donc évidemment, à Place Diouville. Effectivement. Et il faut penser que la Place Diouville, au tournant du siècle, c'était le marché. Ça s'appelait le marché Montcalm. Et ce qu'on appelle le Palais Montcalm, qui est la maison de la musique maintenant à Québec, le Palais Montcalm, avant, c'était un marché. C'était un marché intérieur, si on veut. Oui, le palais a été construit dans les années 30. C'est ça. Et c'était vraiment le point de rencontre des gens de la Haute-Ville, la Basse-Ville, les Anglais, les Français, les riches, les pauvres, tout le monde. Les étudiants, les travailleurs, parce que bon, c'était le quartier latin aussi, évidemment. Exactement. L'université y était. Donc, la Place Diouville avait cette fonction-là d'être un lieu de rassemblement. La ville se rencontrait là la fin de semaine pour aller acheter des légumes, évidemment, mais bon. Et c'est là que le YMCA, bien avant le Capitole, a été construit. Et le YMCA, ce n'était pas qu'un lieu
un lieu sportif, là, un lieu de conditionnement physique, tout ça, mais c'était les premières galeries d'art, les premiers ateliers de danse. Alors, il y avait une vie culturelle, si on veut, au YMCA dès la fin du 19e siècle dans ce lieu-là. Et c'est seulement après que le Capitole a emboîté le pas et à un moment donné que le marché Montcalm est devenu le Palais Montcalm. Et c'est devenu vraiment le cœur de la vie culturelle à Québec. Toute classe sociale confondue, toute bourse confondue. Et même le Carnaval de Québec, qui était la grosse activité à l'époque, avait son palais de glace. Il était là à Place Diouville. Il était à Place Diouville jusqu'à ce qu'il fasse chaud une année, puis qu'il s'est effondré sur les voitures. Puis ils ont décidé de le changer de place, puis ils l'ont mis en face du Parlement. Mais pendant longtemps, c'était ça. Ce qui fait que, en voulant construire le diamant là, on savait qu'il y avait cette possibilité-là, cette responsabilité-là d'essayer de ramener les choses en ville. Là, déjà, il y avait eu un effort avec le nouveau Saint-Roch et tout ça, mais disons qu'à la Haute-Ville, c'était d'essayer de créer quelque chose, un point de ralliement pour toutes les classes, un point de rassemblement pour toutes les bourses. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut peut-être pas juste construire un lieu où on va diffuser notre travail, bien qu'on avait besoin d'un lieu parce qu'on avait beaucoup de choses à diffuser. Faut l'ouvrir vraiment à ce qui se fait à Québec, d'abord, au niveau du cirque, Et il faut aussi offrir une programmation que tu ne retrouves pas nécessairement dans les autres théâtres, parce que l'écologie culturelle de Québec est quand même assez particulière. Oui. Donc, il fallait faire la promesse qu'on n'allait pas jouer dans les plates-bandes des autres et qu'on allait présenter des choses différentes, qu'on allait programmer différemment. Moi, on va y revenir, mais oui. Je pense qu'il faudrait... La prochaine étape serait peut-être plus de parler de l'architecture, l'architecture du lieu. Je me souviens, on a suivi le chantier, évidemment, un peu ensemble. Il y a eu 3 ans de travaux. Mais moi, ce que j'aimerais t'entendre dire, c'est qu'est-ce que tu as senti quand tu es entré dans le diamant terminé fin juin, début juillet? Parce qu'on a aménagé au début juillet dans le lieu. Bien, il faut dire que la compagnie, parce que, Ex Machina puis le Diamant, sont des compagnies séparées, mais souvent, les employés sont, en tout cas, on se connaît. On fait une grande famille. On fait une grande famille, disons. Puis il y a une partie de cette famille-là qui était en tournée avec différents spectacles, et dont les 7 branches à Verota, où on créait le spectacle à Moscou. Donc, il y a une partie de la compagnie qui s'est installée pendant que nous, on était à Moscou. Et moi, vraiment, j'ai participé à l'élaboration des plans, tout ça pendant des années, puis j'ai vu toutes les modélisations 3D, puis j'avais des exigences. On a visité le chantier souvent. On a visité le chantier souvent, tout ça, sauf que je m'attendais, comme tout chantier, à arriver, puis voir un paquet de compromis. Dire, on a visé là, puis on a eu ça, puis c'est comme ça dans la vie, tout ça. Puis c'était le contraire, c'est-à-dire que c'était plus beau, plus haut, plus grand, plus lumineux. Plus pratique, plus fonctionnel qu'on pensait. Alors, tout est comme multiplié par 10, par 100, puis même encore aujourd'hui, je me pince. Là. Mais c'était très étonnant. On est revenu de Moscou, on s'est installé dans les bureaux, puis on s'est dit, mon Dieu. Et la chose vraiment extraordinaire, c'est qu'on a senti qu'on était vraiment dans le cœur de la ville. C'est-à-dire que c'est comme une promesse qu'on avait faite, mais bon, tu sais, c'est comme des promesses d'élection. Une fois que tu es élu, tu fais, mettons. Mais la caserne, c'était bien, mais on était vraiment... Il y avait 2 tondus puis un pelé, un touriste américain perdu qui passait. Mais c'était un lieu qui était fait pour la création, qui n'était pas nécessairement ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la ville. Ça, c'est sûr. Sauf qu'on a quand même été 25 ans au bas d'une falaise... où est-ce qu'il fait fret, puis il y a le vent du fleuve, puis le bureau fédéral de je ne sais pas quoi, au bord de la rue. Puis tu sais, je veux dire, c'était ça pendant 25 ans. Mais là, on est vraiment dans le cœur de la ville. Donc, dès qu'on a mis les pieds, dans mon bureau, j'entends les sound tests, les drum tests du Festival d'été, du Festival gay, du Festival de cinéma, le Festival Comédie A. Enfin, on les a tous eus. Le fameux musicien de rue qui joue du drum à peu près tous les jours. Dans la Porte Saint-Jean. Bon. Alors, mais très vite, on a fait, écoute, on est en ville. Puis on est au carrefour, on est au milieu d'un carrefour, puis on est là, puis on est dans le trafic. Puis c'est ça qu'on voulait. Puis, faut l'assumer. Il faut assumer notre nouveau rôle. Oui. Mais je t'entends souvent parler, justement, quand on se réunit, parler de projet. Oui, il y a la programmation de spectacle, mais c'est aussi le Diamant, il faut que ce soit un lieu de vie hors de la programmation et hors des spectacles. Absolument. Évidemment, ce qui le permet, c'est cette localisation-là, c'est une partie de l'architecture, mais
Mais j'aimerais ça t'entendre plus parler de cet aspect-là. OK. Il y a, je pense que la plupart de vous avez visité le Diamant hier, paraît-il. Oui, il y en a sûrement plusieurs parmi vous. Oui. Dans le hall d'entrée, quand on entre, il y a une espèce de diagonale. Je ne sais pas si tu as parlé de ça hier. Non, j'en ai pas parlé hier. Ouais, tu ne m'as pas volé toutes mes punches. Non. Okay. Non. Alors, il y avait une espèce de... Le building est comme tranché, une diagonale. Et ça, c'est exactement sur les traces de où la côte d'Abraham, où est passée avant, à Place Deauville. C'est-à-dire que, si les gens connaissent Québec un petit peu, il y a une espèce de diagonale, une côte, une espèce de pente douce là, qui monte de Saint-Roch, qui vient vers la Haute-Ville de Québec, qui est comme en diagonale, et qui, à l'époque, continuait en ligne droite et allait jusqu'à la Porte Saint-Jean. Donc, ça veut dire que les gens passaient la base-là et pouvaient aller jusque dans le Vieux-Québec. Alors, il y avait une espèce de passage, là, et c'était vraiment ça le lien Haute-Ville-Basse-Ville. Oui. Alors, nous, très tôt, dans le projet architectural, aussi parce qu'on cherchait dans l'esthétique des coupes diamants, là, des coupes... des facettes. Des facettes, des choses comme ça. On s'est dit, mais peut-être c'est une façon de... Parce qu'il faut créer un bandeau, il faut quand même que le théâtre soit indépendant de son bandeau extérieur parce que, bon, pour des raisons... Des raisons acoustiques et tout ça. Bon, donc, on s'est dit, mais tranchons ça, et ce qui veut dire que les gens vont pouvoir partir de la Basse-Ville, monter, traverser la rue, ou débarquer de l'autobus, peu importe, là, puis ils vont pouvoir rentrer par cette porte-là, continuer dans le Diamant et rentrer dans le Capitole. Alors ça a été vraiment comme notre première ligne directrice. On a tracé cette ligne-là, et on a tout construit à partir de ça, après ça. Bon, évidemment, on a tenu compte d'un paquet d'autres paramètres, là, c'est sûr, mais c'était cette idée-là de retrouver le lien Haute-Ville-Basse-Ville du début du siècle. Puis évidemment, il y a tout le concept. Bon, puis avec le concept du diamant, évidemment, on est nécessairement dans la transparence. Bon, on est dans le prisme, mais donc il y a toute cette grande partie qui est comme derrière la façade du Y, cette espèce de tranche de pierre précieuse qui est venue s'encastrer là et qui permet une grande communication entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que c'est sûr qu'il y a une chose aussi, ce qui est très difficile, je ne sais pas de quelle région ou quelle ville vous venez, mais Québec, le patrimoine, là, c'est quelque chose, là, construit. Je me souviens quand on avait construit la caserne, on était voisins du musée de la civilisation dans le Vieux-Port, puis à chaque coup de pelle, tu fais, bon, OK, on appelle les archéologues, mais ils viennent, puis ils font, ah, non, c'est correct, c'est pas un canon, continuez. Alors, nous, on était chanceux parce que, je sais pas, là, je lance des chiffres comme ça, mais on a peut-être, le projet a peut-être été retardé de 2 semaines à cause de fouilles archéologiques, de choses comme ça, mais nos voisins à côté, ils ont été retardés de 8 mois, eux autres, là. Donc, tu es sur le kilomètre carré le plus vieux en Amérique du Nord, en tout cas, de civilisation européenne. Donc, c'est sûr que si tu es au pied des murs du Vieux-Québec, c'est quelque chose, là. Puis il faut que tu négocies, puis tu peux pas construire n'importe comment, puis tu es toujours nerveux qu'ils vont trouver le squelette de Champlain ou je sais pas quoi. Fait que là, tu es... Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, il y a cette difficulté-là. Puis aussi, il y a tout l'aspect patrimonial. Il faut refaire à Québec, quand tu refais un vieux bâtiment, tu le refais comme à l'époque maintenant. Et ça, c'est très onéreux, très coûteux, tout ça. Donc, alors, on s'est barré les pieds des fois dans des choses qu'on n'avait pas prévues. Comme ça, on a fait, ah mon Dieu, c'est vrai, à Québec, il faut faire ça. À Québec, c'est ça. Comme sur l'exemple de la façade. Donc, l'ancienne façade du Y qui est rénovée. Il y a une partie, par exemple, la toiture qui est en ardoise. Évidemment, c'est pas la toiture originale. Donc, on a gardé certains éléments originaux, de la pierre, des fenêtres, mais on n'a pas pu garder, évidemment, tous les éléments de cette façade-là. Donc, nous, comme on est défenseurs de ça, du patrimoine de Québec, on aime notre ville, on veut pas quand même défigurer la ville. Donc, c'est pour ça que le projet architectural, c'est de dire, bon, on va faire un diamant, une affaire qui, bon, sûrement qu'il y a du verre, puis sûrement qu'il y a des facettes, puis tout ça, mais le diamant ne sera pas comme assis là à Place Deauville, il va être serti à Place Deauville. Fait que, ce qui fait qu'on s'est mis à se servir des anciens bâtiments comme pour sertir le diamant. Donc, toi, tu t'es impliqué beaucoup au fil des années avec des gens de l'équipe d'Ex Machina à travailler avec les architectes. Bon, les architectes, il y a les gens de Co-Architecture, les gens d'In situ, Jacques Plante Architecte qui ont travaillé, mais il y a eu des allers-retours continus avec toi et des membres de l'équipe d'Ex Machina. Pour des firmes d'architectes, les pires clients au monde, c'est du monde de théâtre. Hein, parce qu'on est nous-mêmes, on fait de la scénographie, on est nous-mêmes architectes, on est esthètes, on est artistes visuels, on est tout ça. Là. Donc, il faut qu'ils travaillent avec des clients qui sont très, très, très... Donc, ce qui veut dire que c'est une architecture enveloppée dans une architecture. Nous, la salle, c'était très précis, ce qu'on avait besoin, pas juste en dimension, mais en service, en ambiance, le studio de création aussi, plus le studio de création, ce qui fait que nous, on avait déjà une idée
de l'architecture de ça. Ça, c'est en soi. Et ça, pour nous, c'est le diamant, là. C'est-à-dire que le bijou, il est vraiment là. Et tout ce qu'il y a autour, tous les bureaux, tout ce qui est l'accueil, le hall, tout ça, c'est la chose qui enveloppe tout ça. Ce qui fait que c'était vraiment toujours le défi de faire dialoguer deux architectures, finalement, qui ont des fonctions complètement différentes. Trop souvent, les grands projets de vanité, je ne sais pas si ça se dit en français, vanity project en anglais, des projets vains, en tout cas, le monde qui veulent flasher, là, qui font... bon, très souvent en Europe, il y a, tu sais, comme Calatrava, qui est un des plus grands architectes, absolument, mais bon, quand Calatrava fait un... On ne veut pas qu'il construise un théâtre. Tu ne veux pas qu'il construise son théâtre parce que tu es dans l'œuvre de Calatrava, là, ce qui fait que si c'est un piano à queue, puis tu l'amènes du studio en bas pour l'amener sur scène, bien, il y a une poutre à la Calatrava dans la porte. Il n'a jamais pensé qu'un piano ne pouvait pas passer, des choses comme ça. Bon, je ne veux pas faire on a vu, on a travaillé dans ces lieux-là. En Europe, on a vu des choses absolument magnifiques, mais qui n'étaient pas... que toute la conque où les choses se passent intérieures, l'espèce de n'a pas été protégée, si on veut. Et quand je dis protégée de l'architecte... Non, mais comme une fenêtre. Protégée de une fenêtre de régie en verre bleu bombé. Oui, c'est ça, genre de dans le Palau de l'Essart de Calatrava à Valencia. C'est ça. Oui. Et bon, puis on a fait beaucoup de tournées, et la France, c'est extraordinaire, la France, l'espèce de liberté que dans les années 60, tout ça, mais bon, ils ont hérité d'une série de centres culturels qui ont été des projets de vanité ou des projets fous, mais qui sont absolument pas pratiques pour faire un petit spectacle ordinaire. Donc, c'était très important de toujours tenir et ramener le concept architectural vers ces préoccupations-là, de tenir compte de ça, sans que ça soit en opposition toujours avec le concept général. Et il y a aussi toute l'idée de l'accueil et le décorum de ça, qui était très, très important. Quelle impression que tu veux... moi, j'ai travaillé au Cirque du Soleil sur quelques spectacles, et Guy Laliberté parlait toujours d'une affaire que je pense qu'il n'a jamais réussi à faire, qui est la zone de contamination. C'est sûr qu'avec le coronavirus, il ne faut pas dire on ça veut pas trop fort, se faire contaminer. Mais cette idée-là que les gens sont déjà... C'est la zone entre la vie, le quotidien, la ville, tout ça, ta vie personnelle et la rencontre avec l'artiste. Entre les deux, il y a le hall d'entrée, mais il y a tout un déambulatoire, il y a toute une zone de contamination. Tu es déjà contaminé par ce que tu vas voir ou ce que tu vas... et comme ce que tu vas voir change à toutes les semaines ou à tous les mois, il faut que cette zone de contamination-là te dise dans quel esprit le lieu est animé. Et, donc ça se fait à partir du moment où les gens approchent, donc ou entrent dans le bâtiment. C'est ça. À partir du moment où ils mettent les pieds dans le bâtiment, ils font « Ah, OK, attends, c'est quoi ça? Ah, OK, c'est intéressant. » Ça dit, par les matériaux, par les lignes, par les permissions, par la modernité du lieu, mais aussi par le patrimoine, parce qu'on sait que quand on a construit, moi, c'est très important qu'on récupère le plus d'éléments possible, des éléments art déco du cinéma de Paris, des colonnes que je soupçonne qui étaient deux colonnes... C'était deux colonnes de fonte qui étaient dans la grande salle du Y, mais qui avaient été emmurées par la suite durant les travaux. Oui. Par des francs-maçons. Non, en tout cas, on a découvert toutes sortes de choses. Il y avait même une piscine. La piscine, elle existait encore. Quand ils ont détruit une partie du bâtiment, ils ont retrouvé la piscine, puis elle avait été remplie de sable. Ils avaient construit par-dessus le cinéma de Paris. Bon, malheureusement, mais sinon, on l'aurait intégré au design architectural. On aurait fait quelque chose avec ça si elle avait été... Bon, alors l'idée, c'était ça, c'est l'espèce quand on veut être un lieu de carrefour, on veut que ce soit un lieu de convergence de toutes les classes, de toutes les idées, aussi de toutes les disciplines, mais aussi de toutes les époques. Et c'est ça, John Porter, c'est intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où... John Porter était directeur du Musée national des beaux-arts. C'est ça. Plusieurs d'entre vous doivent le connaître. Quand le maire de Québec avait décidé de changer le branding de Québec, puis il avait fait venir, comment il s'appelait? Clotaire Rapaille. Clotaire Rapaille, oui. Ouais.
Non, mais il a quand même réussi à vendre l'idée aux Japonais de boire du café, mais bon. C'est que, non, mais l'idée de ça, c'était que Québec, on dit Québec, la vieille capitale. Bon, c'est la vieille capitale dans le sens que c'est l'ancienne capitale du Canada, mais c'est sûr que quand on entend ça, on entend c'est une vieille ville musée, puis c'est une ville du passé, c'est une ville qui parle du passé, qui préserve son passé, tout ça. John Porter disait, moi j'en ai un branding, il dit Québec, c'est la ville de tous les temps, et c'est vrai que c'est la ville de tous les temps. Il faut vivre ici, évidemment, pour le savoir, mais c'est une ville où les gens sont très vieux ou très jeunes. Si on veut, la clientèle, notre clientèle là, est à Montréal, parvient. Mais c'est ça, Québec. Québec, il y a beaucoup de passé, mais il y a aussi beaucoup de présent. Il y a énormément, et beaucoup de futur, je dirais. Donc, c'est une ville universitaire, c'est une ville où les gens viennent de partout dans les régions, puis ils viennent faire leurs 400 coups ici avant d'aller ailleurs, mais ils viennent le faire ici à Québec. Ce qui fait que c'est une ville scientifique, c'est une ville de technologie. Alors, c'est une ville très... pas futuriste, mais très, très tournée vers l'avenir. Mais c'est plus la ville de fonctionnaires pépères qu'on avait dans les années jusqu'aux années 60-70. Absolument pas. Donc, je comprends le maire de vouloir changer le branding de la ville. Mais moi, je trouvais que ça avait cette idée-là, que c'est la ville de tous les temps. Il fallait que le diamant soit représentatif de ça. Parce que moi, bon, comme tu reviens toi-même du Japon, hier, oui, à peu près, oui. À peu près, bon. Moi, j'ai travaillé beaucoup au Japon, et la chose qui est extraordinaire au Japon, dans la culture, dans toute leur vie, c'est que justement, c'est des gens qui sont extrêmement, sont très tournés vers l'avenir. Tu sais, je veux dire, ils font affaire avec des problèmes qu'on va faire affaire, nous autres, dans 20 ans, 30 ans. Ils ont déjà des solutions technologiques. Ils ont intégré tous les grands changements technologiques, tous les grands courants sont intégrés, c'est dans la vie quotidienne. Mais tout ça est branché et enraciné dans le passé, mais dans le passé lointain. Donc, et c'est l'idée du bonsaï, là. C'est-à-dire que quand tu fais pousser un bonsaï, si tu veux qu'il reste petit, tu coupes ses racines. Si tu veux que ça change là, bien, il faut que tu changes en dessous des racines ou il faut que tu ailles chercher. Alors, il y a toujours cette affaire-là dans la culture, peut-être orientale de façon générale, mais au Japon plus précisément, ce lien-là entre le patrimoine, l'importance du passé, de jamais oublier le passé, de le préserver, de s'en inspirer pour être beaucoup plus avant-gardiste, pour être beaucoup plus... et ça, je trouve que c'est une chose qui m'a toujours frappé. Et je me suis dit, bien, si un jour on a notre lieu à Québec, il faut que ce lieu-là soit représentatif de ça. C'est-à-dire que oui, on essaie de présenter des choses qui sont, comme disent les Américains, ahead of the curve, avant la courbe, mais aussi des trucs qui sont enracinés là, dans des traditions, des traditions théâtrales ou chorégraphiques ou musicales. Mais ça m'amène sur la programmation plus. Puis un des slogans qu'on a trouvé, sur lequel qu'on a beaucoup aimé, qu'on utilise beaucoup, c'est de la lutte à l'opéra. Et donc là, moi, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de choses dans un énoncé comme celui-là. La lutte, à quelque part, oui, c'est un peu certaines de nos racines, parce qu'il y en a sûrement plusieurs parmi vous ici, mais on est allé à la lutte jeune, on a écouté ça beaucoup, la lutte Grand Prix et autres, mais de la lutte à l'opéra aussi, c'est surtout qu'on touche l'ensemble du spectre des spectacles ou des arts scéniques. De la théâtralité. De la théâtralité. Oui, absolument, parce qu'on sait que la lutte, c'est un... Moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, puis qu'on a eu nos premières réunions avant que je me mette vraiment à travailler sur la programmation, très vite, tu m'as dit, ça va aller de la lutte à l'opéra. Donc, je veux qu'il y ait des arts issus de la culture populaire, mais aussi des arts issus de la culture plus de l'élite ou de la culture savante. Et tout ça devait faire partie de cette image du branding de programmation du diamant. Pourquoi? C'est-à-dire que je trouve ça important parce que il y a des gens qui ne viendront jamais au théâtre. Il y a des gens que, pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, là, ou qu'ils n'ont pas été élevés dans cette culture-là, ou ils n'ont pas cette connaissance-là, ou ils n'ont pas d'instruction. Il y a des gens qui ça ne leur parlera jamais. Mais si tu les amènes parce qu'ils viennent voir autre chose, ils vont peut-être juste tourner 2 secondes puis voir sur l'écran vidéo, ah tiens, c'est quoi ça? C'est du cirque? Ah, c'est vraiment... Ah, j'ai jamais vu ça. Puis tout à coup, ils vont peut-être développer une envie, une curiosité. Alors, c'est dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire d'amener les gens dans le même lieu que des gens qui viennent voir un art plus élitiste ou un art plus noble, tout ça, et que ces gens-là se côtoient et que le lieu appartienne à tous ces gens-là. Et moi, ce que j'ai trouvé très réussi, à date, on a eu 2 galas de lutte, puis c'est absolument extraordinaire. Là. Non, mais c'est pas pour faire de la pub, là, mais venez au Diamant voir un gala de lutte, c'est extraordinaire. L'ambiance est absolument extraordinaire. Et je me souviens... Il en reste un au mois de mai qu'on va annoncer bientôt, là, cette année. On a l'intention d'en faire plusieurs dans les années qui viennent, parce que c'est vraiment ça. Il y a des gens qui viennent du milieu du théâtre, il y a du monde qui viennent... Je ne mettrai jamais les pieds à la lutte.
qui sont là. Il y a des gens, beaucoup de gens qui viennent de quartiers plus défavorisés parce que c'est ça leur forme de divertissement. Une fois par semaine, ça coûte 15 $, puis ils viennent, puis tout ça. Alors, c'est un mélange de toutes les classes. Et ce soir-là, je me souviens, il y avait à un moment donné un lutteur qui était monté sur les câbles pour faire un triple salto arrière pour tomber sur le méchant lutteur américain qui était là. Puis il y a une dame derrière qui a dit « Vas-y, Matt, envole-toi! » Puis là, on a senti toute deux rangées de quelqu'un d'un autobus de Ville-Vanier, tu sais, qui ont fait ça, tu sais. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça a été, c'est ça. Et les gens du milieu du théâtre, il y a toutes sortes de gens, tout le monde vient, et ce qui fait que le spectacle, ça reste de la lutte. Hein, ça demeure de la lutte. Mais c'est à propos d'autres choses, tout à coup. Et c'est fabuleux. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et on est devenu un petit peu... et surtout, le théâtre, c'est supposé rassembler. Hein? Oui. Et je trouve ça curieux que des fois, je vais à Montréal voir des spectacles et tout le monde, parce que tout le monde veut protéger leur public, veut protéger leur... C'est normal. Mais il y a toujours ce sentiment-là qu'on est chacun dans notre bar, dans notre clan, notre public, nos affaires, nos abonnements. C'est vrai que ça se gère comme ça maintenant. Et ça me fait... Ce serait bien si on était capable de décloisonner ça, de fouiller dans le public des autres, d'aller voir s'il y a d'autres genres de personnes qui n'ont jamais entendu de l'opéra, puis tu les amènes une fois, tu trouves des moyens de leur offrir ça, de rendre ça accessible, puis d'amener des gens du milieu de l'opéra, puis là, faire voir de la lutte. Tu sais, puis, sinon, tu n'as pas Ce que je trouve malheureux, c'est que je trouve de façon générale, au théâtre, on s'est mis à faire excuse-moi, c'est des termes anglophones, là, mais du narrow casting. Le narrow casting, c'est le contraire de broadcasting. À la télévision, maintenant, si tu aimes juste le sport, tu peux écouter juste du sport. Oui. Mais ce n'était pas le cas à l'époque où il y avait 3 postes de télévision à Québec, puis les beaux dimanches, tout. Pour voir la comédie, il fallait que tu tapes le concert classique, mais bon, au moins, tu savais c'était quoi. Tu n'aimais peut-être pas ça, mais bon. Avant, la culture était plus généraliste, puis elle te mettait des choses elle te faisait manger des plats que tu n'aurais jamais mangé avant. Maintenant, c'est du narrow casting. Tu écoutes juste CNN, même si tu es abonné à 9000 postes, CNN, puis un autre qui ressemble à ça, parfait. Toi, tu écoutes juste des séries télé, OK, séries télé. Alors, c'est devenu du narrow casting, et on s'est mis à faire ça dans le monde du spectacle. On s'est mis comme à se dire, il y a le public d'opéra, il y a le public, le cirque, les gens qui vont voir le cirque. Non, le public, il faut l'obliger à aller voir les beaux dimanches. Aller voir. Tu comprends-tu? À élargir le champ. À des affaires, puis dire, OK, il y a des liens quand même entre ça puis ça. Puis, alors, c'est un travail, il faut éduquer le public, il faut mieux l'informer, il faut le rassurer que c'est pour lui autant que pour un autre public. Tout ça. Alors, c'est sûr, de bien grandes ambitions, de bien nobles intentions, c'est sûr, parce qu'on en est, ça fait 6 mois. Là. Bien, ça fait 6 mois, mais quand même, on voit que les résultats sont là. C'est certain qu'il y avait des attentes de la part de la population, de la part des médias, mais on a quand même vendu 26 000 billets en 4 mois cet automne, ce qui est quand même assez important. Il y a eu, avec les expositions, les vernissages, les activités corporatives, toutes les rencontres publiques, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont mis les pieds au Diamant, sans compter les simples curieux qui sont rentrés dans le hall. Alors, ce qu'on constate, en tout cas, il y avait un attrait, il y avait un intérêt, et pour l'instant, ça fonctionne super bien. Alors, on en est évidemment très heureux. Il nous reste peu de temps. Moi, je me rappelle quand tu as joué 8-8-7 plusieurs semaines en novembre et décembre. Puis je me souviens, quand je suis allé te voir, je me dis, comment tu te sens de rentrer jouer au Diamant? Parce que là, tout à coup, tu étais seul en scène avec ton équipe technique. Et c'était quand même curieux, parce que je me dis, j'ai eu l'impression d'arriver dans un théâtre. Tu n'avais pas l'impression d'être au Diamant, tu n'avais pas l'impression d'être chez vous, tu avais l'impression d'arriver dans un autre lieu. C'est parce que la compagnie a tellement tourné un peu partout, puis on a comme, le Diamant,
on s'en cache pas. On a emprunté des choses à une centaine de théâtres qu'on a vus. Il y a un théâtre à Barcelone qui est absolument extraordinaire. Puis, eux, ils font ça comme ça. OK, bon, tu mets ça à quelque part là, dans ton dossier. Puis absolument, eux autres, ils font ça comme ça. Eux autres font l'accueil comme ça. Bon, ceci dit, on n'a pas volé les idées des autres, mais on s'est habitué à une certaine façon d'être reçu. Et bon, consciemment ou inconsciemment, on a essayé de reproduire toutes ces choses-là. Ce qui fait que la première fois, moi, que j'ai joué au Diamant, une de mes pièces, j'avais l'impression d'être à Poitou-Charentes. Je sais pas quoi. Je me dis, mon Dieu, c'est tellement étrange. On a vraiment appris de différents lieux de diffusion qu'on a vus en Asie, qu'on a vus en Europe, puis on a essayé d'amener ça à Québec. Puis en même temps, pendant encore là que tu jouais à 887, tu as eu l'occasion, 4 étages plus haut, de travailler sur 3 spectacles différents parce que le nouveau studio, la nouvelle caserne, donc le studio Lepage-Beaulieu, est sur le toit au dernier étage du Diamant. Et donc là, c'est dans ce nouveau lieu maintenant qu'Ex Machina accueille des artistes d'un peu partout qui viennent travailler sur des projets. Est-ce que ça change la façon de travailler de la compagnie? Il y a toutes sortes de raisons pratiques pourquoi ça change. C'est-à-dire que là, tout le monde est tout. Je veux dire, on a plus d'espace, il y a la synergie est plus évidente, tout ça. Puis maintenant, on peut passer de la salle de développement ou tout ça à la salle de représentation. Bon, ce sont tous de nouvelles réalités, ça c'est sûr. Mais il y a surtout que le lieu est beaucoup plus... comment je pourrais dire, et sans compromis. Tu sais, on est bien équipé, on n'a pas pris une ancienne caserne de pompiers pour en faire un espace. On l'a créé de toutes pièces. Donc, ce qui fait que c'est une meilleure... En tout cas, on a l'impression que c'est comme les gens qui avaient l'habitude d'être à l'hôpital Saint-Luc, puis maintenant, dans la nouvelle c'est aussi différent que ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que, bon, enfin, ça respire, puis que c'est équipé, puis c'est... alors oui, et on sent aussi chez les participants, les gens avec qui on coproduit, on a eu les Russes là, qui sont les Japonais qui sont venus, Kodo, tout ça qui sont venus, tout ça, on sent qu'eux aussi, ils s'approprient le lieu quand ils viennent, ils adorent l'ambiance, le lieu, bon, puis on a des places pour manger notre lunch. Maintenant, on n'avait pas ça avant. Moi, c'est une série de détails, mais c'est important dans la vie d'une compagnie de création, ça, c'est sûr. Donc, il y a assez peu de regrets de ta part d'avoir quitté la caserne? Oui, puis je me sens vraiment sans cœur parce que je trouve que c'était quand même un lieu assez magique pendant 25 ans, tout ça, et je ne m'ennuie pas 2 secondes. Puis je me sens bien sans cœur. Bien, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Hein? Puis même que je l'oublie. Parce que maintenant, je me rends compte qu'on essayait de... c'était trop serré, parfois suffocant, parce que les projets... plus les projets étaient ambitieux, plus les projets étaient importants. Si on a travaillé ensemble sur les opéras, puis on ne pouvait pas rentrer les projets d'opéra. Souvent, on se retrouvait dans à Varennes. Chez Saint-Étique. Oui, c'est ça. Ou dans ceci dit, des lieux fabuleux, mais qui n'étaient quand même pas à Québec. Là. Oui, on a essayé de trouver des lieux à Québec. On a manqué de se retrouver dans un entrepôt chez Provigo une fois. Oui, pour répéter, oui. C'est ça, il n'y avait pas... Donc, il reste moins de 10 minutes avant la cloche fatidique. Donc, moi, j'ai encore quelques questions, mais s'il y a des gens parmi vous qui veulent poser, il y a quelques questions. Il y a un micro dans chacune des allées. Peut-être vous y approchez, puis quand je verrai quelqu'un au micro, je pourrai vous donner la parole. Mais peut-être, justement, Robert, avant de passer à ces quelques questions-là, sur quel projet, là, sur quoi tu travailles en ce moment avec la compagnie? Il y a beaucoup de choses. Cet après-midi, je travaille sur un nouveau spectacle à Stratford, au Festival Shakespeare de Stratford. On commence les répétitions cet après-midi. Alors, les gens viennent au Diamant, on fait des lectures, on fait des workshops dans le studio en haut pendant une semaine. Puis après ça, on travaille avec les Russes. On monte un gros spectacle avec une compagnie, un théâtre russe. Le Théâtre des Nations, vous avez déjà travaillé avec eux. Avec qui on avait déjà fait le Hamlet. J'ai un nouveau one-man show en développement aussi cette année. Puis à part toutes les autres... Là, il y a Kodo. En fait, il va y avoir une bonne période au Japon. Ouais, on en reparle encore. Là. Donc, la création du nouveau spectacle avec Kodo, des tambourinaires. Puis, les 7 branches à Virota, avec le spectacle avec lequel on a ouvert le Diamant, qui, dans 10 jours, 12 jours, commence au National à Londres. Donc, on va à Londres
remonter le spectacle, tout ça, pendant que je tourne 887 dans d'autres villes de Grande-Bretagne. Ce qui fait que la chose qu'il faut dire, je vais essayer de dire ça brièvement, c'est qu'une des idées de construire le diamant aussi, c'était d'arrêter de s'éparpiller partout dans le monde, puis d'essayer de trouver un équilibre entre la tournée et la production ici, la diffusion chez nous. Bon, c'est la première année où on essaye ça. C'est sûr que je suis encore pas mal sur les avions. Je reviens d'Afrique. J'étais en Afrique il y a 5 jours. Alors, mais en même temps, tu as été au Diamant une bonne partie de l'automne. C'est ça, absolument. Ce qui fait que, bon, on va voir, là, quand l'année sera complétée, je pourrais te dire là, si on a réussi à réduire le nombre de voyages, puis notre trace carbone commence, notre empreinte carbone. Mais bon, ceci dit, je pense qu'on va y arriver, mais le paradoxe de ça, c'est que pour pouvoir financer les projets, faire vivre une partie aussi du diamant de la tout ça, il faut aller chercher le fric ailleurs aussi. Oui. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est toujours comme ça qu'Ex Machina a réussi à développer des spectacles d'ampleur. C'est qu'il n'y avait pas chez nous nécessairement toujours les ressources pour faire ce qu'on voulait faire. Donc, on va chercher les ressources ailleurs. Il faut savoir qu'à peu près 80% des revenus d'Ex Machina proviennent de sources de l'étranger, donc de la vente des spectacles à différents diffuseurs dans un nombre de pays, dans un grand nombre de pays, sur un chiffre d'affaires annuel qui tourne autour, en moyenne, autour de 10 millions de dollars. Donc, c'est quand même une bonne somme d'argent qui vient de l'étranger et qui est généralement dépensée essentiellement à Québec et au Québec auprès de dizaines et de dizaines de concepteurs, artistes, interprètes. On se fait quand même traiter de BS de luxe par les radios locaux. Mais bon, les gens pensent qu'on est subventionné à 100%, puis que mais c'est pas ça du tout. Mais on répète le message souvent. Et moi, je dois dire une chose aussi. J'ai eu des doutes, des fois, il y a quelques années, avant d'accepter le travail de direction du Diamant. Puis je me disais, oui, le modèle artistique et culturel, il fonctionne. Je pense qu'un lieu comme le Diamant peut être porté par le travail de Robert et d'Ex Machina. Il y a d'autres exemples qu'on trouve dans le monde, mais ce que je constate depuis l'ouverture, c'est que la réalité économique de ces spectacles aussi permet l'existence d'un lieu comme le Diamant. Et je dis, les ventes de billets sur les productions d'Ex Machina, il va y avoir 4 productions d'Ex Machina cette année, dans la première année. Il y en a eu 2 qui ont été présentées. Il y a Quills qui s'en vient. Il va y en avoir une autre plus tard en fin d'année. Ça va générer des revenus suffisants pour permettre de prendre des risques sur nombre d'autres spectacles de théâtre ou de cirque, des fois plus nichés, plus particuliers, parce que le volume donc de ce que génère en billetterie Ex Machina le permet. Je veux dire, honnêtement, moi, c'est une de mes grandes découvertes des dernières années. On le savait qu'Ex Machina avait ce potentiel-là, mais donc ce potentiel-là peut se réaliser maintenant aussi à Québec. C'est ça qui est encore plus extraordinaire pour nous. Il n'y a personne au micro. Je suis quand même assez... Voilà, s'il vous plaît, c'est le temps d'y aller. Madame? Je vais oser. Bonjour. Bonjour, merci. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre, Robert. Je vous ai entendu au Corim il y a dans les 6 derniers mois, là, parler de la culture comme moteur économique, puis dans le fond, vous en alliez là. Le choix de Québec pour être le lieu de votre diamant, pas juste parce que vous êtes de Québec, mais aussi parce que l'échelle humaine. Vous n'en avez pas parlé ce matin, mais moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Donc, peut-être justement sur amener les étrangers, sur le fait que vous développez des saisons en saison, puis que le tourisme, pourcentage, dans vos achats de billets, est-ce que vous savez un peu tout ça? Ouais, bon, on commence. Là, on sait sans avoir... On commence des stratégies plus concertées, parce que, bon, la directrice des coms s'est brisé une jambe le 11 septembre, elle est revenue à fin novembre. On a retardé certains de nos enjeux, mais dès le départ, on vend plus de 10 % de nos billets à plus de 40 km de Québec, sans stratégie particulière, sur la notoriété, la portée, les relations de presse et les relations publiques. Alors, pour nous, c'était déjà quelque chose d'important et on sait qu'en misant sur des stratégies plus concertées sur certains spectacles, on va sûrement réussir à augmenter ce pourcentage-là assez rapidement, mais j'aurais de la misère à vous dire jusqu'à combien. Là, mais la chose qu'il faut dire aussi, peut-être aussi pour une autre partie de la question, c'est l'idée que moi, j'ai travaillé beaucoup à Québec, tout ça, depuis longtemps que puis je connais la plupart des troupes, la plupart des artisans, tout ça, puis des fois, on a des conversations sur les problèmes de public, puis d'avoir du public, puis les abonnements, puis vendre des billets, tout ça. Puis je me suis rendu compte très vite qu'on est un peu comme les animaux en cage, là, ils font un 8, hein? Si tu regardes dans le fond de la cage, là, au zoo, l'ours, il a fait ça. Là. Puis là, il y a un gros 8. Ça veut dire qu'en dehors du 8, là, il y a de l'espace aussi, tout ça. Mais alors, on fait ça. On fait, le public au Québec, là, il faut faire ça. Puis là, il faut faire de la promo de même. Puis là, il faut aller là. Puis là, il faut vendre ça. Puis là, on fait une espèce de 8. Et moi, très tôt, je me souviens, dans les stratégies de marketing, tout ça, je disais,
il y a toute une talle, il y a un public à Québec dans lequel on ne va jamais, qu'on sollicite jamais. Et entre autres, le tourisme, c'est une grande ville de tourisme. Alors, c'est sûr que si on fait une affaire nichée, francophone, littéraire, tout ça, peut-être que tu n'iras pas chercher le touriste chinois qui est sur un bateau norvégien. Mais, non, mais c'est tout à fait normal. Mais il aime le cirque, il aime les choses, il aime la musique. Il aime, s'il y a un théâtre qui est sous-titré, il va venir. Bon, alors, ce qui fait qu'on s'est mis comme à réfléchir à ça, puis à se rendre compte qu'en fait, il n'y a peut-être pas une mine d'or, mais il y a quand même à Québec un potentiel énorme. Et c'est ce qu'on n'a jamais été, on n'a jamais pensé aller fouiller dans cette talle-là, si on veut. Moi, est-ce que le patrimoine et les musées et les festivals réussissent fort bien? Nous, on essaie de l'implanter dans une programmation de saison plus régulière. Et à date, en tout cas, on voit que certains de ces emprunts-là de stratégie, de relations publiques et tout, réussissent à rejoindre. Donc, aussi, très tôt, tous les empêchements ou les handicaps aussi, très vite, on a eu, quand on a fait l'essai de Rivière-Rota, parce qu'il y avait des sous-titres, parce que c'est dans différentes langues, tout ça, il y a une personne qui a des problèmes avec son audition, nous a dit, merci, je sais bien s'il y avait des sous-titres à tous les spectacles. On dit, on ne peut pas faire ça, mais tout de suite, ça nous a mis la puce à l'oreille, on s'est informé. Et là, maintenant, on a des appareils, le public non-entendant, ou il y a un terme plus approprié là, pour dire non-entendant, mais en tout cas, tout à coup, ils savent qu'ils ont accès à ça. Alors, c'est des petits gestes un peu partout, mais c'est ça, de rendre ce qu'on fait accessible. C'est pas juste par rapport au prix des billets ou... enfin... Madame, oui. Ne levez pas le doigt, levez-vous. OK. Voilà, moi je me posais une question. Vous avez donc parlé que vous êtes ici sur la place Diouville, vous avez le Théâtre Montcalm et le Capitole. Alors comment faites-vous? Vous avez vendu beaucoup de billets. Est-ce que les autres salles ont vu leur chiffre augmenter aussi en proportion? Ou est-ce que vous vous concertez pour la programmation pour éviter de programmer, par exemple, le même jour, 2 spectacles dans les salles pas concurrentes, mais qui sont quand même voisines? Comment est-ce que vous organisez ça? Il y a eu quand même si on veut, des tentatives peut-être timides, là, parce que c'est nos premiers mois, tout ça, mais il y a eu quand même ce magnifique concert avec Yannick Nézet-Séguin. Oui, en fait, on a réussi. Mais c'est certain, le Capitole, le Palais Montcalm et le Diamant ont des disciplines assez complémentaires. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes genres de spectacles et de public. Première décision qu'on a prise, on ne diffuse jamais nos spectacles à 20h parce que c'est l'heure du Capitole et du Palais Montcalm. Donc, on est soit 19h30, 19h, et des fois, on va être un peu plus tard pour ne pas encombrer l'entrée du stationnement. Mais aussi, ce qu'on a aussi constaté avec le Palais Montcalm, notamment, le Palais Montcalm a vendu en 3 heures tous les billets pour le Winterreise, le voyage d'hiver de Schubert avec Yannick Nézet-Séguin et Joyce Di Donato. Là, un moment donné, en parlant avec Marie Fortin du Club musical, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a organisé une retransmission en direct du concert au Diamant. Alors, on a pu, aux 800 ou 900 spectateurs du Palais Montcalm, en ajouter 450 autres qui sont venus voir la retransmission en direct. Alors, c'était une manière de coopérer. Puis, mon Dieu, je ne suis pas sûr que ça soit fait souvent à Québec ou ailleurs, ce genre de retransmission en direct d'un concert comme celui-là. Il y aura des choses qu'on va faire aussi avec le Capitole. Bien, écoutez, le Capitole, ça va être assez intime comme relation, puisque, bon, le grand local du rez-de-chaussée est en construction. Ce sera un restaurant. C'est un restaurant qui est opéré par les gens du Capitole. C'est un tout nouveau concept de restaurant. Ça ne sera pas le Théâtre 2, c'est autre chose, qui va ouvrir au printemps. Et donc, là aussi, sur différents événements, soit avec des festivals ou entre nous, au fil des années, on va développer des idées de programmation communes ou complémentaires qui vont nous permettre... Je pense qu'on a une place des spectacles qui peut rayonner, évidemment, à sa manière. Est-ce qu'il reste... c'est la sonnette qu'on a entendue. Elle n'était pas très agressive, je trouve. Je m'attendais à pire, moi. Donc, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, pour une dernière question? Oui. Bonjour. L'atelier s'appelle l'atelier Lepage-Beaulieu. Oui, le studio Lepage-Beaulieu. Oui. Nous, on a décidé, en fait, on a fait ça un peu dans le dos de Robert et de Linda Beaulieu, c'est-à-dire que c'est les membres de la direction et le conseil d'administration. On s'est dit, si on doit honorer quelqu'un autour du studio de création, c'est Robert et Linda. Donc, Robert Lepage, bien sûr, mais aussi Linda Beaulieu. Linda Beaulieu, qui est l'agent de Robert, mais qui est aussi sa sœur. Pourquoi Beaulieu? Parce qu'elle a gardé le nom de son mari. Il y a encore des gens qui font ça de nos jours dans notre société. C'est une femme soumise. Linda est très... C'est tellement le contraire. Donc,
Donc, évidemment, Robert est la force artistique et le visionnaire artistique, mais Linda, il faut savoir que si le diamant existe, c'est parce que Linda il a consacré son temps, son énergie, son âme et des journées, des fois sa santé, pour convaincre des politiciens, pour trouver le financement, pour remettre les architectes et les ingénieurs à leur place. Elle a fait un travail absolument remarquable et c'est la présidente du Diamant aussi. Je pense que Robert n'a pas de rôle officiel au sein du Diamant. Il est l'initiateur du projet, mais il fallait qu'il y ait quand même comme un lien formel jusqu'au conseil d'administration et c'est Linda qui en est la présidente. Le studio Lepage-Beaulieu, donc, c'est pour Robert Lepage et Linda Beaulieu. Voilà. Écoutez, on y est presque rendu. C'est quoi le prochain projet? Là? Il y a eu la caserne, il y a eu le diamant. Après ça... Non, c'est beau, là. Je pense que c'est mon projet de retraite, là, le diamant. On va essayer que ça fonctionne, puis ça va être bien beau. Bien beau comme ça. Il nous reste plein d'idées des années à venir. Évidemment, la programmation de spectacles. Bon, on parle de 20 à 25 spectacles la première année, 150, 160 représentations dans plusieurs disciplines. Mais ce à quoi on travaille aussi, c'est de comment habiter le lieu hors de la seule salle de spectacle. Les studios de création, on a des belles idées pour animer la terrasse du 5e étage cet été. Évidemment, quand le restaurant va ouvrir, il va y avoir d'autres choses, donc pour que ça devienne un lieu de vie, ce que devrait être, on croit sincèrement, les centres culturels. Et ce que je suis convaincu, la grande majorité d'entre vous croient aussi bien que nous. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir partagé votre temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, longue vie au diamant et longue vie encore culturelle à Québec. Vous avez pour le reste de la journée donc toutes sortes d'ateliers qui s'adressent à vous. Je vous invite à pouvoir rejoindre vos salles respectives. Petite pause de 15 minutes. Merci et bonne journée. Merci encore.